Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve enfin après un petit moment où j'étais absente parce que malheureusement j'étais malade, mais aujourd'hui je suis en forme pour reprendre mon travail, donc ça fait plaisir. Et on se retrouve avec malheureusement une disparition très inquiétante et ça fait maintenant un moment que cette disparition dure et qu'on attend des réponses. Cette disparition permet de mettre en lumière plusieurs problématiques déjà de l'époque, mais également la bataille juridique qui s'en est suivie. Pour moi aujourd'hui, il est très important de parler de cette disparition pour potentiellement amener une visibilité nouvelle et amener des réponses à des questions que Yolande, la mère de la disparue, ainsi que des proches de la disparue, se posent depuis maintenant une quarantaine d'années. Où est passée Nathalie Mazot qui a disparu à Lyon alors qu'elle n'avait même pas encore 14 ans? On se retrouve juste après ça. On se retrouve dans une ville que je connais très bien, c'est la ville de Lyon. Lyon, c'est la plus grande ville d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une des plus grandes villes de France également, et Lyon compte énormément de quartiers historiques. On y retrouve à l'époque de la disparition, donc en 1982, notre Nathalie qui à l'époque a 13 ans. En effet, elle est née le 9 mars 1968. Vous allez voir, je vais vous mettre des photos, mais quand on regarde les photos, je trouve qu'effectivement Nathalie fait un peu plus âgée que 13 ans. On pourrait penser très facilement qu'elle est entre 16 et 18 ans, mais c'est vrai qu'on lui donne pas 13 ans. Cette jeune fille est alors décrite par ses proches comme étant petite, très jolie, caractérisée surtout par ses cheveux bruns très longs qu'elle ne s'est jamais coupés. Elle entretient une très bonne relation avec sa mère, Yolande, et également avec une de ses sœurs qui s'appelle Evelyne, 19 ans. C'était un peu sa confidente, limite sa meilleure amie, elles étaient inséparables et surtout Nathalie admirait Evelyne. Nathalie était également très câline avec sa mère, comme cette dernière l'a rapporté plusieurs fois dans les médias. À côté de ça, le contexte familial est quand même compliqué, assez difficile. En effet, ça fait pas longtemps maintenant que Nathalie a dû être placée dans un foyer pour mineurs à la Cité de l'Enfance à Bron. Bon, ce qui est pas mal, c'est que ça se situe à 500 mètres de chez elle, là où habite sa mère, Yolande. Sa sœur Evelyne, elle, bon, comme elle a 19 ans, elle a déjà un peu son indépendance et elle habite dans un appartement dans le quartier Saint-Jean à Lyon. Cette décision a été prise parce que Yolande ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa fille, et en plus de ça, le contexte familial déjà de la mère était compliqué, elle a jamais eu beaucoup de ressources et le père de Nathalie était quand même plutôt violent et en même temps très absent du foyer. Pour autant, c'est son nom de famille que porte Nathalie, donc Mazot, c'est le nom du père. Il semble que Yolande a eu pas mal d'enfants dans sa vie. J'ai pas envie de dire de bêtises sur le nombre d'enfants, je sais qu'il y en a plusieurs pères différents et aujourd'hui on va surtout parler d'Evelyne qui est importante dans cette histoire. Donc c'est pour tout ce contexte-là que je viens de vous expliquer que Nathalie a été placée en foyer d'accueil. Par contre, ça l'empêchait pas du tout de voir sa mère le week-end parce qu'effectivement elle avait des permissions le week-end et elle pouvait voir sa mère quand elle voulait. Sa mère, Yolande Guyot, qui était d'ailleurs surnommée à l'époque Arlette, habite, comme je vous le disais, à Bron, à 500 mètres et plus précisément rue Paul Pic, au sud-est de Lyon. Ce qui est pas mal, c'est qu'elle a pu se faire une bonne bande d'amis, de copains. D'ailleurs, ils se surnommaient les copains du quartier de Brossolette. Dans cette bande, on pouvait compter Nathalie évidemment, et je vais vous lire, mais il y avait également Florence, Laurence, Stéphane et Myriam. Et Nathalie était la dernière arrivée dans cette bande. Elle était arrivée en août 1982, donc quelques mois avant sa disparition. Le petit groupe effectuait des sorties, donc des petits pique-niques, des campings sauvages. Bon, il y avait des flirts, il y a eu des baignades entre amis, mais rien de dangereux. Florence d'ailleurs, une de ses amies de l'époque, l'a décrit comme étant une jeune fille adorable, gentille, souriante. Elle s'était très bien intégrée,
Elle était vraiment décrite comme une personne douce, polie et en même temps réservée. Elle était également décrite comme quelqu'un de très sérieuse malgré à côté tous ses problèmes familiaux qui ont pu lui faire perdre certains repères comme des repères affectifs par exemple. Et c'est dans tout ce contexte qu'on arrive à la disparition de Nathalie. Tout se passe lors d'un week-end d'hiver 1982. Alors oui, 1982, ça fait un bon moment, donc j'étais pas née, donc c'était il y a même un peu plus de 40 ans maintenant. Ça paraît énorme, et vous allez voir que Yolande s'était battue toute sa vie pour avoir des réponses. Mais revenons à ce fameux week-end d'hiver 82, et plus précisément le samedi 6 novembre 1982. Comme à son habitude, vous savez, permission octroyée par le foyer de faire son week-end comme elle le souhaite, et elle a prévu d'aller voir sa mère. Donc elle passe rapidement chez sa mère le samedi, et ce samedi-là, elle explique à sa mère qu'elle a envie d'aller voir sa sœur et elle a envie de passer une bonne partie du week-end avec sa sœur Evelyne qui, je vous le rappelle, habite au 5e arrondissement de Lyon. Sa mère lui a dit y a pas de souci, par contre essaye de revenir assez tôt le dimanche, comme ça je peux te voir, on peut passer un peu de temps ensemble avant que le dimanche soir tu retournes dormir au foyer, parce qu'effectivement les dimanches soirs elle devait retourner dormir directement au foyer, elle revenait pas le lundi matin, vous voyez. Avant son départ chez sa sœur, Yolande lui offre quelques petits cadeaux. Elle lui offre une jupe blanche, elle lui offre aussi une cassette de Serge Lama. Et d'ailleurs, c'est avec cette jupe blanche qu'elle va mettre directement qu'elle va partir de chez sa mère, et elle l'a sortie d'un gilet noir. Et elle part également avec sa nouvelle cassette de Serge Lama. Et pour aller chez sa sœur, c'est pas compliqué, on prend un bus. Alors, j'ai vu plusieurs informations que c'était soit la ligne 9, soit la ligne 27. Dans les médias, j'ai pas réussi à retrouver la bonne information. Par contre, c'est un bus qui l'amène à la gare Saint-Paul, juste à côté de chez sa sœur dans le quartier Saint-Paul, qui, comme je vous le rappelle, est dans le 5e arrondissement de Lyon. 5e arrondissement de Lyon, c'est plutôt du côté nord-ouest de Lyon. Et sa sœur habitait là-bas chez un ami, ou même un petit ami qui est militaire à l'époque et qui est très peu chez lui, qui est toujours à droite et à gauche. Et elle occupe les lieux. C'est un petit 2 pièces qui se trouve rue Docteur Augros, dans une toute petite ruelle. Le week-end se passe tranquillement. Yolande n'a pas de nouvelles de ses 2 filles. C'est pas très inquiétant pour elle parce qu'elle se dit de toute façon, déjà à l'époque, vous savez, on n'avait pas de portable et en plus, il n'y avait pas de raison qu'elle donne spécifiquement des nouvelles. Et elle se rend compte que dimanche, finalement, elle va pas voir sa fille. Elle se dit, elle a sûrement prolongé son week-end avec sa sœur et elle va directement aller au foyer. Pas de souci, j'aurais préféré la voir, mais c'est pas grave. Malheureusement, le dimanche en fin de journée, même début de soirée, elle va recevoir l'appel d'un éducateur du foyer dans lequel loge normalement sa fille Nathalie. Cet éducateur va lui dire que Nathalie n'est pas rentrée au foyer comme c'était prévu. Donc là, instinctivement, qu'est-ce que fait la mère ? Elle va appeler son autre fille, Evelyne. Bon, peut-être que sa fille a finalement pas vu l'heure passer, elle est restée là-bas ou elle est peut-être juste en retard. Et à ce moment-là, quand elle va appeler Evelyne, c'est là que tout va basculer pour elle, parce que malheureusement, Evelyne va lui dire non maman, moi j'ai pas vu Nathalie de tout le week-end, elle n'est pas passée à la maison. Donc là, c'est très inquiétant. Donc ça veut dire que Nathalie aurait disparu à partir du moment où elle est partie de chez elle la veille, le samedi, et que ça fait maintenant plus de 24 heures qu'elle aurait disparu. Mais est-ce que c'est volontaire ? Est-ce qu'elle a fugué ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Yolande va prévenir tout de suite les forces de l'ordre. Malheureusement, ces dernières ne vont pas prendre cette disparition très à cœur, très au sérieux. Alors déjà qu'à l'époque, comme je le dis souvent et comme me l'ont souvent répété des commissaires de police ou des personnes qui ont travaillé et qui ont vu l'évolution de la prise en charge des disparitions, à l'époque, les disparitions n'étaient pas vraiment autant prises au sérieux. D'ailleurs, on l'a vu, et je l'ai bien illustré dans une de mes vidéos qui parle des disparus de Pontcharrat et notamment de la disparition de Marie-Thérèse Bonfanti, qui a été résolue 36 ans après, donc l'année dernière, alors même que le coupable déjà à l'époque paraissait être le suspect numéro 1. En plus de ce contexte général de la prise en charge des disparitions à l'époque, il y a aussi le fait que Nathalie, c'est une jeune fille qui est dans une situation familiale complexe, qui est dans un foyer, et donc les autorités vont se dire on a l'habitude, c'est pas la première, ce sera pas la dernière qui va fuguer, donc on pense totalement qu'elle a fugué et elle reviendra sûrement d'elle-même. Donc au tout début, zéro recherche des enquêteurs. Ce qui aujourd'hui nous paraît complètement
impensable parce que là on parle d'une mineure, hein. Elle avait 13 ans à l'époque, donc imaginez-vous bien qu'aujourd'hui ça ne passerait plus. Et malheureusement à l'époque c'était comme ça que c'était pris en charge. Ce qui faisait malheureusement de ces jeunes dans des situations familiales complexes ou qui habitaient dans des foyers, des cibles très faciles et qu'on pouvait très rapidement, j'ai l'impression, oublier. Dès que les amis de Nathalie ont appris la nouvelle, c'est-à-dire dès le lendemain de la disparition, le dimanche soir, ils se donnent tous rendez-vous dans le quartier Saint-Jean. Il fait aussi partie du 5e arrondissement. C'est un quartier qui fait aussi partie du Vieux-Lyon, hein, toute cette partie-là que je vous montre à l'écran, sauf que c'est un peu plus au sud de l'endroit où habite Evelyne, donc là où était censée se rendre Nathalie. D'ailleurs, ils se sont rendus là-bas à l'insu des parents en soirée, et à l'époque, le Vieux-Lyon, c'était pas le Vieux-Lyon de maintenant, qui est un quartier très touristique, très agréable de se balader là-bas. Bon, il y a encore des soirées qui se passent, c'est très festif, enfin c'est plutôt bon enfant. Alors qu'à l'époque, il y a 40 ans, c'était vraiment un quartier assez mal famé, avec des bars qui étaient très mal fréquentés. Et donc, quand tout ce groupe de jeunes y allait, c'était pas facile pour eux. Surtout qu'ils avaient à l'époque entre 13 et 15 ans. Donc je vais vous lire ce que Laurence, une des amies du groupe, disait. Elle se rappelle, je cite, « C'était un dimanche, on la cherchait partout dans les bars de Saint-Jean avec la pétoche. » Donc il s'explique qu'à ce moment-là, ils avaient déjà un mauvais pressentiment. Ses copains s'imaginaient déjà à l'époque qu'elle avait pu être enlevée et que quelque chose de grave avait pu se passer. Par contre, ils n'osaient pas penser au pire. Laurence disait, je cite à nouveau, « Du haut de nos 14 ans, on ne pensait pas à la mort. » Bizarrement, la police ne les a jamais interrogés à l'époque. Sachez que c'est seulement en 2009, donc 27 ans plus tard, que les enquêteurs les ont interrogés. C'est-à-dire qu'avant, il n'y a vraiment rien qui a été fait. Et ça fait énormément d'années et potentiellement d'indices ou de témoignages perdus. Et donc là, pendant 2 mois après la disparition, il n'y a aucune nouvelle, aucune investigation, aucun témoignage, rien du tout. Evelyne, pendant ce temps-là, donc la sœur de Nathalie, celle de 19 ans, elle agissait bizarrement selon Yolande. Elle était un peu en retrait, on voyait qu'elle disait pas tout. Il faut dire déjà que Evelyne, c'était une personnalité assez difficile à cerner. Elle était pleine d'énergie, mais en même temps, elle était un peu brute. En tout cas, je pense qu'elle était un peu un électron libre pour l'époque. Elle était jeune, un peu insouciante. Elle s'entendait très bien avec sa mère, mais sa mère avait peur de ses choix de vie. En effet, à l'époque, Evelyne voulait être styliste, mais malheureusement, pour subvenir à ses besoins, elle avait trouvé un petit job, et le petit job, c'était hôtesse dans un bar. Et comme je dis malheureusement, c'est parce que c'était un bar assez malfamé de son quartier, ou en tout cas qui avait une assez mauvaise réputation. C'était un bar qui s'appelait le Lido, qui était au niveau des Ketsun. Alors je sais pas si vous savez tous ce que c'est être hôtesse de bar. Des fois c'est des hôtesses dans des bars à champagne, tout ça. Donc rapidement pour vous expliquer, et un peu je grossis le trait, être hôtesse c'est être bien apprêtée, être une jolie femme plutôt bien apprêtée, bien maquillée, pour servir des hommes à leur table, donc servir de l'alcool, donc vraiment bien discuter avec eux, toujours souriante, pour faire en sorte que les clients consomme plus. Ça a souvent été mal perçu ce travail parce que derrière il peut y avoir des dérives comme par exemple de la prostitution. C'est vrai qu'en plus de ça, certains hommes peuvent potentiellement prendre ça pour de la drague de la part de l'hôtesse et vouloir aller plus loin avec elle, sans pour autant que ce soit réciproque. Evelyne, à côté de ça, elle avait un petit copain, mais bon, elle allait voir un peu à droite à gauche, j'ai l'impression, elle avait eu quelques relations ce lendemain, mais elle avait surtout, dans le travail qu'elle faisait, qui était plutôt un travail de nuit, rencontré pas mal de personnes, et des fois, pas toujours des bonnes personnes. Quand Yolande a appris les activités de sa fille, elle a eu peur que sa fille, à un moment, bascule dans le côté de la prostitution. Donc elle avait vraiment peur de ça, et elle était même allée voir la gérante d'un des bars malfamés en la menaçant et en lui disant « Je ne veux pas que ma fille revienne dans votre bar » et qu'elle allait ramener les flics si elle savait que sa fille revenait là-bas. Elle dira d'ailleurs, je cite, « Je ne voulais pas voir ma fille monter dans les étages ». Donc là on a posé un petit peu le contexte de vie d'Evelyne. Pour autant, à ce moment-là, quand Yolande a vu que Evelyne réagissait bizarrement, elle a pensé qu'elle gérait pas très bien la disparition de sa sœur de qui elle était très proche, donc la disparition de Nathalie. Et potentiellement, on peut penser qu'elle se sentait peut-être un petit peu coupable parce que Nathalie a disparu en venant chez elle, donc on peut penser à tout ça. Et malheureusement, l'enfer va continuer pour Yolande. 2 mois après la disparition de Nathalie, il va y avoir une très mauvaise nouvelle qui va arriver le mardi 5 janvier 1982. En effet, le soir de cette journée-là, il va être entendu dans la rue du docteur Augereau, donc dans le 5e arrondissement de Lyon,
un coup de feu, un seul. Evelyne s'est malheureusement donné la mort. Elle s'est tiré une balle de 22 longs rifles dans la tête alors qu'elle était assise dans son canapé. Sur place, on ne peut que constater malheureusement le décès. On retrouve à côté du corps sans vie d'Evelyne l'arme avec laquelle elle s'est donné la mort. Je connais rien dans les armes, c'est un revolver sec modèle Cobra. Et on sait qu'elle l'a elle-même acheté le jour de sa mort, donc le matin même, dans une armurerie du quartier des Terreaux, un autre quartier bien connu de Lyon. On retrouve également une lettre écrite de la main d'Evelyne. Cette lettre qui explique en partie, mais pas vraiment finalement, qui explique un petit peu ce qu'elle a fait et qui présente surtout des excuses. Alors je vais vous lire cette lettre pour ne pas dire de bêtises. Pardon à ceux à qui j'ai fait de la peine, mais c'est comme ça que je serai heureuse. Pardon maman, je t'aime. Pardon à l'enfant que je porte. Nous nous retrouverons au paradis. Evelyne, seulement 19 ans, se donne la mort 2 mois après la disparition de sa sœur Nathalie. En plus de ça, on apprend qu'elle était enceinte. Mais vraiment là pour Yolande, c'est horrible. Vous imaginez perdre 2 de ses enfants qu'elle aimait énormément dans ces circonstances très compliquées. Déjà, elle n'a pas eu une vie très facile, il y a vraiment des gens malheureusement qui enchaînent comme ça les catastrophes dans leur vie. Et donc c'est pour ça que je dis que cette mère est très très forte. Pour la police, les circonstances de la mort semblent claires. Donc elle s'est donné la mort, Evelyne. Et l'explication de ce suicide semble claire aussi également. Pour eux, elle s'est donné la mort parce qu'elle était enceinte d'un enfant qu'elle ne désirait pas et peut-être qu'elle avait un problème avec son compagnon, ou en tout cas le père de l'enfant, et c'est pour ça qu'elle se serait donné la mort. Et là, c'est quand même très bizarre parce qu'ils ne font pas du tout à l'époque le lien entre la mort d'Evelyne et la disparition de sa sœur. Pourtant, ils vont être sur place, mais ils vont louper plein d'informations, plein d'éléments très importants qui vont être retrouvés dans l'appartement d'Evelyne à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est quand même assez étrange d'être passé autant à côté d'éléments très importants. Et on a perdu énormément de temps. Effectivement, c'est quand même un peu plus tard qu'on se rend compte qu'il y avait déjà au moins 3 éléments très importants dans cet appartement. Notamment, on retrouve la jupe blanche de Nathalie, on retrouve le gilet noir de Nathalie et on retrouve la cassette de Serge Lama offerte le jour même de sa disparition par sa mère. Tout ça dans l'appartement d'Evelyne. Mais rappelez-vous, Evelyne, qu'avait-elle dit? Elle avait dit à sa mère qu'elle n'avait jamais vu sa sœur le week-end là. Donc déjà on se dit, elle a menti, il y a ces affaires-là. Les éléments qui s'accumulent commencent à mettre un peu le trouble dans cette disparition, dans l'esprit de la mère de Nathalie et d'Evelyne, et en même temps le mystère va commencer à s'épaissir. Pour vous dire, sur place est retrouvée une cassette pour moi d'une importance capitale, et cette cassette ne va pas être écoutée pas avant énormément de temps après la disparition. Donc vraiment l'enquête elle a duré sur le long terme. On retrouve cette cassette, il a fallu restaurer la bande. Donc, vous savez, c'est une cassette où on peut s'enregistrer, on peut enregistrer nos voix si on chante ou quoi que ce soit. Donc à l'époque il y avait cette cassette là qui avait été retrouvée dans l'appartement d'Evelyne, et quand on écoute cette cassette après restauration des bandes, on se rend compte qu'il y a les 2 voix, donc d'Evelyne et de Nathalie, elles se sont enregistrées, et en plus que ça date du jour de la disparition de Nathalie, quelques heures même avant sa disparition, donc le fameux samedi 6 novembre 1982. Et donc on a la confirmation que ce jour-là, elle était bien présente dans l'appartement, en plus des affaires qu'on avait retrouvées. Mais là, on est sûr qu'elle y était. Donc déjà, ça, c'est une affirmation première. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette bande? Qu'est-ce qu'on entend? On entend finalement les 2 sœurs très complices qui chantent. Elles chantent même sur du Renaud, il me semble, et elles discutent ensemble. Et on entend qu'elles parlent de la grossesse d'Evelyne et qu'elles en sont ravies. Déjà, ça nous donne plusieurs informations, que d'une part, Evelyne n'avait pas prévu de cacher sa grossesse et qu'en plus, elle avait l'air d'être heureuse de cette grossesse. Donc déjà, au niveau des raisons qui l'auraient poussée à mettre fin à ses jours, ça commence à s'embrumer. Ça, c'est vraiment des informations pour moi qui sont importantes et cruciales dans l'affaire de la disparition de Nathalie et même dans la mort d'Evelyne, et pourtant qui n'ont pas été exploitées pendant un très long moment. Mais sachez qu'à l'époque, malgré ces informations, ça n'avance pas. L'enquête piétine. Quand je dis que l'enquête piétine, ça va pas être 1 an, 2 ans qu'il va y avoir aucune nouvelle, aucun indice, rien, 0 témoignage, mais ça va durer
10 ans, 15 ans, 20 ans, même 25 ans avant qu'il y ait des choses qui commencent un petit peu à bouger. Ce qui a vraiment favorisé ce fiasco judiciaire au tout début, c'est déjà que les enquêteurs qui s'occupaient de la disparition de Nathalie et les enquêteurs qui s'occupaient de traiter la mort d'Eveline, ce n'étaient pas les mêmes équipes et qu'ils n'ont donc jamais communiqué entre eux à l'époque. Et donc aucun rapprochement n'avait été fait entre les deux affaires qui maintenant, aujourd'hui quand je vous en parle, est très facile de faire. Yolande est restée tellement longtemps dans une impasse, elle s'est battue toute seule, elle était vraiment esseulée pendant un moment, jusqu'à un certain moment où je vous en parlerai un peu plus tard. Yolande frappe à toutes les portes. Et malheureusement, qu'est-ce qu'elle a eu au bout de tout ça? Elle n'a simplement eu qu'un certificat de fugue qui lui a été adressé par le commissariat, c'est tout. Elle écrit aux ministres successifs de l'Intérieur et de la Justice, elle écrit même à 3 présidents différents qui se sont succédés. Elle a consulté des voyants, elle a consulté des radiesthésistes, mais tout ça n'a rien donné. Comme je vous ai dit, pendant 26 ans, rien du tout. Jusqu'en 2008, où Yolande va faire la rencontre de l'association APEV, qui va énormément l'aider. Alors vous savez, j'ai l'habitude de parler de l'association pour laquelle je suis enquêtrice bénévole, qui s'appelle la RPD, que j'affectionne tout particulièrement évidemment. Par contre, il y a énormément d'autres associations qui aident des familles, dans des cas peut-être même plus spécifiques. Par exemple, là, on va parler dans des cas de mineurs et j'aimerais mettre à l'honneur aujourd'hui le travail de l'APEV. Donc l'APEV, c'est pour l'aide aux parents d'enfants victimes. C'est, je pense et je dirais, une association au travail complémentaire de celui de l'ARPD. Et comme je vous disais, qui se charge presque essentiellement de dossiers d'enfants victimes, disparus ou assassinés. Et l'affaire Nathalie Mazo est une des premières affaires traitées par l'APEV. Enfin, Yolande peut se confier et raconter son histoire et également demander de l'aide et des avis à des personnes qui ont l'habitude de traiter ce type de disparition ou ce type d'affaires en tout cas. Et c'est sous les conseils de l'APEV que Yolande va saisir la justice et elle va porter plainte pour enlèvement et séquestration de mineurs. Et enfin, ça va être entendu. Donc c'est la brigade criminelle de Lyon qui va prendre en charge le dossier et qui va essayer, même après 26 ans, de reprendre tout le dossier et de retravailler sur cette disparition inquiétante. Les enquêteurs vont évidemment commencer à travailler au niveau de l'entourage de la grande sœur de Nathalie, donc d'Eveline. Et parallèlement à ça, il va y avoir une autre sœur de Nathalie et d'Eveline qui s'appelle Chantal, qui est malheureusement aujourd'hui décédée, mais qui a amené énormément d'informations et notamment qui a réussi à faire le lien vers un bar. Donc ces recherches menées vers un bar que fréquentait Eveline et dont le propriétaire de l'époque avait une assez mauvaise réputation. Ce bar se situe dans la rue Octavio-May. Alors c'est un bar qui est vraiment dans le quartier où habitait Eveline à l'époque, exactement à 2 minutes à pied, donc à une centaine de mètres de l'appartement d'Eveline. Ce bar était anciennement le bar des ambassadeurs et maintenant devenu le Biroclock. Ça n'a juste rien à voir aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes personnes qui s'en occupent et plus du tout les mêmes propriétaires. Il y a eu beaucoup de propriétaires qui se sont succédés. Selon les témoignages et les rumeurs, les filles auraient été aperçues là-bas dans ce bar à l'époque. Et c'est vrai qu'il y a des choses un peu troublantes, notamment sur les agissements du propriétaire à l'époque, parce que très peu de temps après la disparition de Nathalie, ce propriétaire avait fait des travaux, bizarrement, dans sa cave, alors que ça faisait un moment qu'il n'en avait pas fait. Voilà, il avait creusé, tout ça. Et en apprenant ça, la brigade criminelle de Lyon va retrouver cette personne. C'est un certain Jean-Claude, qui aujourd'hui est retraité, qui habite dans une caravane dans le Rhône. Et ils vont l'interroger sur tout ça, sur l'affaire Nathalie, sur Eveline, mais aussi sur ces fameux travaux qu'il a effectués après la disparition de Nathalie. Lui, il va dire oui, j'ai bien fait des travaux, mais c'était pour chercher un trésor, des pièces d'or. Bon, évidemment qu'il n'a jamais trouvé, mais voilà comment il explique ça à l'époque. Là, on commence à avoir un peu de doute, on se dit mais Nathalie, elle peut finalement avoir malheureusement terminé dans cette cave. Voilà, on peut imaginer ce qui s'est passé et elle est peut-être encore là-bas aujourd'hui, en tout cas son corps, ses ossements peuvent être encore là-bas. Et donc en 2009, les enquêteurs vont sur place, vont commencer un petit peu à fouiller et puis ils vont tomber sur une trappe
une trappe qui donne sur des escaliers étroits et qui débouche sur un petit tunnel dont l'extrémité a été murée. Et donc là, quand on pose les questions à l'ancien propriétaire, pourquoi vous avez muré cette extrémité, lui il dit que c'était par rapport aux inondations, c'était pour protéger l'établissement des inondations. Au total, les enquêteurs y sont allés 2 fois et il me semble que la deuxième fois, ils ont fait 2 trous dans ce mur et puis ils ont mis la lampe torche dans le trou puis ils ont essayé d'observer ce qui se passait. Bon, ils ont vu une sorte de tas de gravats et voilà, c'est tout. Ils n'ont rien vu d'autre, puis ça s'est arrêté là. Parallèlement à ça, la CRIM va également énormément faire de recherches et ils vont faire des recherches à travers toute la France pour retrouver toutes les personnes qui étaient en contact avec Evelyne et Nathalie à l'époque. Donc c'est pour ça que c'est en 2009 d'ailleurs que les amis de Nathalie ont pour la première fois été interrogés, mais ils ont également retrouvé, vous savez, le propriétaire, les gens qui côtoyaient les mêmes établissements, l'ancien petit ami d'Evelyne, qui d'ailleurs avait conservé depuis tout ce temps un mot de la part d'Evelyne. En tout cas, ils retrouvent beaucoup de monde, ils interrogent beaucoup de monde. Beaucoup de travail est effectué par la brigade criminelle. Malheureusement, il y a également beaucoup de temps qui sont passés. Donc certaines personnes sont décédées, certaines personnes ne sont pas retrouvées, puis certaines personnes peuvent avoir oublié ce qui s'est passé après tout ce temps. Tout ce regain d'énergie va fédérer pas mal de personnes, notamment des anciens amis de Nathalie, qui vont par exemple créer une page Facebook pour soutenir les recherches et soutenir Yolande, et également même faire des fois des pétitions qui vont pas mal marcher. Sauf qu'au bout d'un moment, ça ne va rien donner et les recherches vont s'arrêter. En 2014, le juge d'instruction va clôturer le dossier en prononçant un non-lieu, exactement le 14 septembre 2014, donc 32 ans après la disparition. Pour la justice, tout a été fait, il n'y a plus rien à faire. Pourtant, tout le monde leur dit, mais il faut vraiment aller explorer cette cave parce qu'il y a plein de choses, il y a un tas de gravats, il y a eu des travaux, il y a des murs qui ont été coulés en béton, il faut absolument aller voir là-bas. La justice voulait pas, mais Yolande ne va pas lâcher et accompagnée de son avocate, maître Ingrid Bottella, en 2015, elles font appel de la décision, puis elles ont bien fait de faire appel parce qu'elles ont le verdict de la cour d'appel qui est le 30 juin 2015, je le lis pour pas dire de bêtises, la cour d'appel admet que les investigations se sont heurtées aux années écoulées et que des vérifications dans la cave sont nécessaires. La justice explique que les dernières investigations sont malheureusement celles qui vont être réalisées dans cette cave et sont les investigations de la dernière chance. Je trouve que ça met beaucoup de pression, ça fait vraiment, s'il n'y a pas de réponse après ces investigations-là, on ne peut plus rien pour vous. C'est quand même horrible de sentir ça de la justice, enfin en tout cas de mon point de vue extérieur, sachant qu'il y a presque 30 ans où la justice n'a rien fait, donc j'avoue que c'est un peu, je pense, complexe à entendre et ça met beaucoup de pression sur ces recherches. Ces recherches vont être effectuées 2 ans après, donc en 2017. Plus précisément, cette date dont on se souvient, où vraiment on a eu de l'espoir, c'était le 8 juin 2017, les dernières recherches dans ce fameux ancien bar, rue Octave-Yomé. Il y avait beaucoup de monde sur place, il y avait des experts de l'IRGCN, il y avait également le juge, il y avait également des techniciens de la police scientifique, des enquêteurs de la police judiciaire, il y avait des maçons. On va utiliser un géoradar, vous savez, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs disparitions, un radar qui va permettre de voir si derrière une paroi il y a des anomalies potentiellement qui pourraient correspondre à un corps. Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on reste autant focus sur ce bar? Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire qui est très important, c'est qu'on aurait entendu, il y aurait eu un témoignage comme quoi le fameux ancien propriétaire de l'époque de la disparition de Nathalie, de ce fameux bar, il s'était vanté, alors je sais pas comment on peut se vanter de ça, mais s'était vanté d'avoir violé, d'avoir séquestré et tué cette pauvre Nathalie dans ce bar. Donc effectivement, ça fait de lui un suspect quand même assez important. J'espère qu'ils verront quelque chose. Mais au moins que je sache si c'est ce mec s'il a raconté des mensonges. Parce que lui-même, il s'est vanté de l'avoir violée et l'avoir séquestrée, enterrée dans sa cave. Si on la trouve, on dit, c'est lui qui l'a fait. Et si on ne la trouve pas, est-ce que c'est encore une part de noir pour 20 ans ?
Donc ce fameux 8 juin 2017, il va y avoir des investigations, les fameuses de la dernière chance qu'on a appelées, qui vont être réalisées et 5 mètres carrés vont être ratissés par le géoradar. 2 maçons qui vont casser la dalle de béton pour voir ce qu'il y a derrière, on va rien retrouver de spécifique et malheureusement il n'y a rien qui va ressortir de ces investigations qui ont pour tout et pour tout duré environ 1 heure. Les journalistes étaient à la sortie du bar, Yolande explique qu'elle se sent fatiguée, elle se sent démunie, on voit qu'elle est très triste et que comme on lui a répété que c'était les investigations de la dernière chance, elle voit pas ce qu'elle peut faire d'autre et pour elle, elle a l'impression qu'elle va finir sa vie sans savoir ce qui est arrivé à sa fille. Je m'attendais pas à des merveilles, mais je m'attendais peut-être qu'on me dise, qu'on me parle, je sais pas. C'est fini pour moi, je ne continuerai pas. J'ai aucune piste non plus. Le juge referme donc très rapidement le dossier, clôturé encore une fois par un non-lieu. Depuis, Yolande commence à prendre de l'âge et elle est beaucoup moins impliquée dans la bataille juridique qu'elle a menée tout au long de sa vie. Pour autant, comme il est expliqué dans l'excellente émission que je regarde tout le temps et que je cite toujours, c'est L'heure du crime, l'émission d'RTL, qui a été tournée donc l'année dernière, en 2022, je pense à l'occasion des 40 ans de la disparition de Nathalie. Il ne faut pas abandonner cette mère parce qu'en plus les personnes entourant cette disparition, les témoignages, les témoins, les suspects sont encore en vie. Et bon, il y a plusieurs personnes qui ont relevé des défauts sur les investigations qui ont été menées le fameux 8 juin 2017, notamment sur ce sondage avec le géoradar. Ce qui a été dit, c'est que le géoradar n'a été opéré que sur quelques centimètres, donc l'épaisseur en fait des murs finalement, et que derrière ces murs qui avaient été coulés après la disparition de Nathalie, il y avait de la terre et que cette terre-là n'avait pas été creusée. Et également, il y a aussi l'existence, finalement, on apprend l'existence d'un puits qui a été obstrué et même où il y a eu du béton qui a été coulé dessus après la disparition de Nathalie. Il y a encore énormément de recherches qui doivent être effectuées dans la cave de ce fameux bar. D'ailleurs, la conclusion du compte-rendu de 2017, que je trouve quand même assez surprenante, la conclusion elle-même, donc je cite, je vous la lis, dit « Nous tenons à préciser que le sondage des gravats et des parois de ces gravats est techniquement impossible. Seule la fouille ou l'évacuation de ces gravats permettrait de savoir si quelque chose est dissimulé dessous. » C'est quand même assez clair que, clairement, c'est pas parce qu'ils ont amené le géoradar là-bas que ça empêche le fait qu'il y ait un corps dissimulé sous ces fameux gravats. Donc ces gravats qui sont là depuis des années et des années. Et ce qu'il faudrait faire, c'est investiguer là-bas à nouveau. Mais malheureusement, ce sont des investigations, des travaux de plus grande envergure et donc qui ont un certain coût. Il faut enlever les gravats par exemple, voilà, il faut creuser, il faut enlever le béton, il faut creuser sous le béton. Donc la crainte de la justice, c'est que ce soit des travaux inutiles. En effet, la justice reste traumatisée par certains événements qui se sont passés dans le cadre d'autres disparitions inquiétantes. Effectivement, je me souviens dans le cadre de la disparition d'Estelle Mouzin. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo où je vous avais parlé de cet événement, ça fait un petit moment maintenant. Ils ont eu une piste à un moment et ils ont dû carrément détruire tout un restaurant pour creuser sous le restaurant et pour finalement ne rien trouver à part des ossements d'animaux, il me semble, mais c'est tout. Et donc ça les a un peu traumatisés, on pense, parce que c'était très chronophage, une mauvaise piste, beaucoup d'espoir finalement déçu et puis énormément d'argent investi finalement pour rien. Alors moi je dirais pas, je suis un peu dans mon monde optimiste, je dirais pas que c'est pour rien parce que ça a permis définitivement d'enlever certains doutes. Ces doutes aujourd'hui sont encore présents dans la disparition de Nathalie à un endroit où tout le monde passe devant, ça se trouve, on se dit mais sous ces gravats-là, dans ce bar qui existe aujourd'hui, il y a une petite fille qui a été enterrée et qui a subi les pires atrocités. C'est une question d'argent, de moyens, puis le dossier de toute façon est clôturé aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on peut faire? Surtout que même si on crée par exemple une cagnotte et qu'on demande à des gens d'aider, de mettre de l'argent, mais derrière, il faut des autorisations spécifiques qu'on ne peut pas avoir comme ça, donc c'est très compliqué. Donc pour moi, évidemment, il faudrait creuser sous cette terre, retrouver ce fameux puits, obstruer, regarder dans le puits qu'est-ce qu'il peut y avoir, en regarder sous les gravats, et en parallèle de ça, continuer à essayer de mettre un peu la pression à ce fameux Jean-Claude, l'ancien propriétaire, et puis son entourage, parce que c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, quelqu'un sait quelque chose. En tout cas, il y a quelqu'un qui savait, je pense, et tout le monde pense que quelqu'un savait, c'était la sœur de Nathalie,
Evelyne. Effectivement, après avoir enlevé les doutes sur le fait qu'elle ait mis fin à ses jours à cause de sa grossesse, avec cette fameuse cassette retrouvée, on peut se dire que si elle s'excusait, c'est qu'elle avait des remords, elle se sentait coupable de quelque chose. Et on peut penser qu'elle se sentait coupable, effectivement, de la disparition de sa sœur et qu'elle savait où elle était. Et toutes les théories de cette disparition tournent autour de l'entourage d'Evelyne et de cette fameuse soirée du samedi 6 novembre 1982 en plein cœur de Lyon. Evelyne a pu vouloir emmener sa sœur s'amuser dans les endroits qu'elle fréquentait, dans les bars, lui faire rencontrer ses amis, un peu naïve, elle, et puis alors sa sœur très jeune et voilà, encore peut-être naïve et en admiration devant sa sœur, elle s'est dit « Oh là là, mais ça va être trop bien, on va passer une soirée sympa », et puis elles ont tout simplement pu tomber sur des mauvaises personnes qui ont fait du mal à Nathalie. Sa sœur lui a-t-elle présenté donc les mauvaises personnes, intentionnellement ou non? Aurait-elle été abusée avec elle, piégée contre son gré dans un sordide guet-apens? Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit à la police, ou au moins à sa mère, ou à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle a été menacée et est-ce qu'elle a mis fin à ses jours de son plein gré? Leur mère, Yolande Guyot, elle est persuadée que sa fille a été enlevée, torturée et tuée dans la cave de ce fameux bar. Elle en est persuadée. Ça ne change pas malgré toutes ces années. Je cite ce que dit Yolande: « Mes filles étaient très liées. Je pense qu'Evelyne savait quelque chose, comme l'endroit où Nathalie a fini ses jours. Mais elle ne l'a pas dit. » Certains mettent même en doute la théorie du suicide d'Evelyne. Je cite encore une fois Laurence: « Nous n'y avons jamais cru. Peut-être qu'Evelyne a été empêchée de parler. N'a-t-on pas arrêté un peu vite ?» En tout cas, comme je vous le disais, aujourd'hui, quelqu'un doit savoir et il est temps aujourd'hui d'apporter des réponses à cette mère qui est à bout de souffle. Donc je ne sais pas si l'impact de cette vidéo sera l'impact escompté. Quoi qu'il en soit, j'espère qu'à ma petite échelle, on peut donner un peu de visibilité à cette disparition, qu'on peut aider à peut-être obtenir des témoignages ou en tout cas à en reparler, que ce soit sur ma chaîne ou dans d'autres médias, et faire en sorte que les choses bougent, parce qu'aujourd'hui on peut encore interroger les personnes. Sachez qu'aujourd'hui Nathalie aurait 54 ans, donc elle resterait relativement jeune, et qu'aucune autre théorie n'a été envisagée, à part celle de la fugue au tout début par les enquêteurs qui a rapidement été de côté par rapport à tous les éléments que je vous ai énoncés. J'espère en tout cas que ça donnera un nouveau souffle à ce dossier de disparition qui est aujourd'hui vieux de 40 ans, qui a très mal été géré par les autorités au début et qui a seulement été pris en compte après 30 ans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, un peu plus courte que d'habitude, mais pas moins importante. Donc j'espère que vous allez la partager. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Elle sera beaucoup mieux référencée et beaucoup mieux mise en avant dans YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis très rarement mais c'est vrai que c'est important. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait, c'est important pour moi, pour ma chaîne, pour que je puisse continuer sur le long terme à faire des vidéos sur YouTube. On se retrouve tous les lundis sur Twitch pour enquêter ensemble sur des dossiers de cold case ou de disparition inquiétantes, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'une disparition inquiétante, cette fois-ci prise en charge par la RPD. Et en attendant, prenez soin de vous et de vos proches.